Bonjour et bienvenue dans Le Monde en question, un programme proposé par Citizen Web, votre web TV. Pour ce nouveau numéro, on va s'intéresser à la démocratie, rien que ça. Il existe divers modes de gouvernement, diverses manières d'exercer le pouvoir politique. La démocratie représente l'une de ces options. La pire, à l'exception des autres, dirait Churchill. Officiellement, la France est une démocratie. C'est ce que nous dit l'article 1er de la Constitution, dont l'article 2 rappelle lui-même la définition de la démocratie telle qu'énoncée déjà par Abraham Lincoln. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Fiction, diraient d'autres. Notre loi fondamentale érige une démocratie représentative, sans exclure la possibilité pour les citoyens de décider et de s'exprimer directement par la voie du référendum. Et derrière ce cadre général posé par la Constitution, qu'en est-il réellement de l'état de santé de notre démocratie ? La Ve République a plus de 60 ans, une longévité exceptionnelle au regard de notre histoire politique. Nos institutions ont fait la démonstration de leur solidité. Mais derrière cette stabilité, des symptômes pathologiques apparaissent et ne cessent de s'aggraver. Hyperconcentration des pouvoirs aux mains d'un seul homme, le président de la République, un parlement dévitalisé, des partis politiques vidés de leurs militants, des citoyens animés par un fort sentiment de défiance, des records d'abstention lors des derniers scrutins électoraux, ou encore, osons le préciser, une tendance à la concentration des principaux médias privés aux mains de milliardaires qui tentent de peser sur le jeu démocratique. Des dérives qui viennent s'ajouter au procès lancinant à l'égard des gouvernants accusés pêle-mêle d'incompétence, d'immoralité, de non-représentativité, mais surtout d'impuissance. Changer la vie serait impossible, à cause notamment de la pesanteur de forces technocratiques et oligarchiques. Mais au-delà de la nature même du pouvoir politique, c'est le discours politique dominant qui nourrit le malaise démocratique. Un discours qui tente à exalter l'autorité, la sécurité et l'identité, comme si ce triptyque était voué à se substituer à la devise républicaine. Le diagnostic est sévère, mais il a le mérite de souligner l'urgence de repenser, voire de refonder notre démocratie. C'est pourquoi j'ai invité le politologue et chroniqueur Clément Viktorovitch. Bonjour Clément Viktorovitch. Bonjour Bélir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour discourir, échanger, notamment autour du pouvoir rhétorique, qui va être au cœur de notre échange, puisque qui dit démocratie dit au moins échange, dialogue, débat contradictoire. Mais avant, je voudrais avoir votre sentiment, votre définition, votre idéal peut-être démocratique. Qu'est-ce que vous entendez par démocratie à titre personnel ? La définition que tout le monde donne de la démocratie, elle est simple. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a absolument rien dit, au fond. Parce qu'on constate bien que le régime dans lequel nous vivons, c'est le gouvernement du peuple, c'est la définition même d'un régime politique. Est-ce que c'est le gouvernement par le peuple ? Je ne sais pas. On voit bien qu'en 2005, le peuple a voté contre le traité instituant une constitution européenne. Et 2 ans plus tard, en 2007 ou 2008, Nicolas Sarkozy, par le Congrès, par la réunion du Congrès, a fait adopter le traité de Lisbonne, qui n'est rien d'autre exactement, au fond, que la Constitution européenne. Donc, comment peut-on prétendre, là, face à ce constat-là, qu'il y ait un gouvernement par le peuple ? Et puis, gouvernement pour le peuple, peut-être, mais on voit bien qu'aujourd'hui, en France, les inégalités tendent à s'accroître. Donc, comment dire que la démocratie soit nécessairement un gouvernement pour le peuple si les inégalités s'accroissent ? Donc, cette définition-là, elle ne suffit pas. Elle définit ce que la démocratie devrait être. L'idéal démocratique, Bélir, vous en parliez, c'est celui-là. Oui, c'est celui d'un gouvernement par le peuple et pour le peuple. Moi, je le définirais un peu autrement. Je dirais que pour moi, la démocratie, elle s'incarne autour de 2 idéaux. 2 idéaux qui doivent coexister. Le premier idéal, c'est bien sûr celui de la souveraineté populaire. C'est le premier pied
le premier pivot sur lequel repose la démocratie, c'est l'idée que le peuple doit pouvoir décider collectivement de son avenir en commun. Vous le rappelez dans votre ouvrage. Absolument, et c'est capital. Et puis, il y a un deuxième pilier, sans lequel on ne peut pas parler, selon moi, de démocratie, et je dis selon moi, mais je ne fais que m'inscrire dans une longue tradition, c'est celui de l'état de droit. L'idée que dans une démocratie, les droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens soient garantis. Parce qu'en l'absence d'état de droit, alors ce que l'on appelle démocratie ne serait rien d'autre que l'oppression de la majorité sur tous les autres. Et comment parler d'une démocratie dans ce cadre-là? Si sans l'état de droit, on vivrait dans un régime où le gouvernement peut tout faire, y compris les pires atrocités, tant qu'il bénéficie du soutien de la majorité de 51% des habitants, enfin de 51% des citoyens. On voit bien que ça n'a rien de démocratique, en tout cas ça n'incarne pas, selon moi, un idéal démocratique. Donc voilà, pour moi la démocratie c'est très simple. C'est simplement réussir à faire coexister ces deux valeurs essentielles, capitales, qui devraient être au cœur de notre vie publique, la souveraineté populaire, la capacité pour le peuple de s'autodéterminer, d'être autonome au sens fort du terme, et puis le respect des droits et des libertés fondamentales des citoyens et des citoyennes. Hélas, je ne suis pas sûr que ces deux valeurs soient aujourd'hui au cœur du régime que l'on appelle démocratie. Oui, pour revenir sur le deuxième pan de votre définition, les droits et libertés, il y a notamment la liberté d'expression qui vous est particulièrement chère et qui se caractérise, je trouve, par un paradoxe. D'un côté, on a une multiplication des espaces de libre expression, je pense notamment aux réseaux sociaux, et de l'autre, on a quand même l'impression d'une difficulté de plus en plus grande pour la majorité de pouvoir accéder à une parole publique. Comment expliquer ce paradoxe qui a nourri notamment le mouvement des Gilets jaunes, dans la mesure où l'un des slogans qui avait été mis en avant, c'était le sentiment de voir le pouvoir être confisqué par une oligarchie, et une proposition qui est le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Donc vous voyez, il y a ce paradoxe-là, et je voulais avoir votre point de vue dessus. C'est intéressant d'amener tout de suite les réseaux sociaux dans la discussion démocratique. Moi, je fais partie des gens qui ne sont pas uniformément négatifs à l'égard des réseaux sociaux. Et je discuterai en fait en partie une des prémices au cœur de votre question. Moi, je pense que tout de même, les réseaux sociaux, je pense, ont permis l'accès à la parole à des citoyens qui, sinon, en auraient sans doute été privés. Et je pense que les Gilets jaunes, vous citiez les Gilets jaunes, je pense que c'est un exemple très, très éloquent, justement. Qui ont été les leaders à la base des Gilets jaunes? Des individus qui, à un moment donné, postent une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est Jacqueline Moreau qui se filme dans sa voiture, je crois, en train de râler, de dire que l'essence est trop chère. Et voilà la vidéo devenue virale, et la voilà devenue une oratrice politique qui s'exprime dans le débat public avec voix au chapitre. Bon. Et c'est vrai d'Éric Drouet, c'est vrai de Maxime Nicole, c'est vrai de tous les leaders des Gilets jaunes qui, en fait, à un moment donné, ont percé parce que sur les réseaux sociaux, ils ont eu une prise de parole forte. Donc je crois que, de fait, il faut reconnaître aux réseaux sociaux d'avoir tout de même permis l'accès à la parole publique à des individus qui sinon en auraient été privés parce que justement il y avait jusqu'à présent ce qu'on appelle des gatekeepers, des gardiens de la porte, que sont les médias. Et en fait, au fond, si vous n'aviez pas accès à un plateau télé, à un studio radio ou aux colonnes d'un journal, eh bien vous n'existiez pas dans le débat public, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et au-delà, vous avez l'une des pathologies de notre démocratie représentative, à savoir le déficit de représentativité sociologique, au moins, de nos propres représentants. Oui, alors parfaitement. Et alors là, on a encore, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais là, on a encore pour le coup une barrière, parce qu'on voit que quand on regarde la composition sociologique de l'Assemblée nationale, du Sénat, et a fortiori de l'exécutif. Voilà, a fortiori des exécutifs qui se succèdent, on est quand même dans une sociologie de classe archi supérieure, quoi. C'est ENA, Sciences Po, avocat, médecin, chef d'entreprise. Bon, avec d'ailleurs une répartition qui évolue, un rapport de force qui évolue, mais entre élites. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Assemblée nationale élue avec Emmanuel Macron est effectivement une Assemblée nationale constituée un peu moins d'avocats, un peu moins de professeurs, un peu moins d'énarques, mais quand même beaucoup de chefs d'entreprise, des RH et de personnes qui ont un très fort capital économique. Donc,
Je suis parfaitement d'accord. Alors, mais pour moi, il y a une vertu des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont permis quand même à certains d'accéder à la parole. Alors ensuite, il faut tout de suite dire que bien sûr, tout n'est pas si rose et que déjà, d'une part, les réseaux sociaux nous ont fait passer d'un manque de canal de communication et d'un manque de canal d'expression plutôt à un trop-plein. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas qu'on a du mal à avoir accès à la parole, c'est qu'on a tous accès à la parole et que le brouhaha de tous a remplacé le silence d'un grand nombre. Mais en fait, dans le brouhaha de tous, on ne se fait pas beaucoup plus entendre que dans le silence du grand nombre. Et donc là, on a un premier problème, mais qui est inhérent aux réseaux sociaux. Peut-être, pour se faire entendre, on a besoin de transgresser, Alors voilà. dire n'importe quoi. Et donc voilà, c'est peut-être cette dérive-là qui peut également… Et moi, je pense que la menace que font peser les réseaux sociaux sur notre démocratie, se pose pas en termes d'accès à la parole, parce que pour moi, il faut prendre quand même conscience d'à quel point est-ce que, de ce point de vue-là, on a progressé en fait dans le pouvoir détenu par les citoyennes et les citoyens, notamment dans quelque chose qui moi m'est cher, qu'est-ce que Pierre Rosanvallon appelle le pouvoir de surveillance du peuple. Le fait que dans une démocratie, les gouvernants doivent être sous l'œil scrutateur et critique des citoyennes et des citoyens. Et pour Pierre Rosanvallon, pendant très longtemps, le pouvoir de surveillance du peuple est exercé de facto par les médias. En fait, il est délégué aux médias. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on voit bien que chaque citoyenne et chaque citoyen, littéralement, possède un œil sur les gouvernants. C'est-à-dire qu'on a toutes et tous un téléphone dans la poche. Au moindre écart d'un élu, une caméra peut traîner, un tweet peut partir. Et donc, on voit bien que le peuple est devenu, et ça se voit d'ailleurs dans un dossier qui est un dossier capital, qui est celui des violences policières, où on voit bien qu'aujourd'hui, les violences policières, parce qu'elles sont filmées, parce qu'elles sont visibles et parce qu'elles sont incarnées, sont devenues un sujet beaucoup plus central dans le débat public. Donc, pour toutes ces raisons, moi je pense que les réseaux sociaux sont un véritable apport démocratique. Et effectivement, vous avez raison, ça vient avec d'autres difficultés. La polarisation. Effectivement, dans ce brouhaha pour se faire entendre, on est vite amené à radicaliser sa propre pensée, à la caricaturer. La conséquence, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un débat politique de plus en plus caricatural et qui laisse de moins en moins de place à la nuance. C'est un problème. Et deuxième problème, mais le plus grave peut-être, c'est que comme vous le savez, comme on le sait bien aujourd'hui, les réseaux sociaux génèrent des bulles de filtre. Le fait est que sur Instagram et a fortiori sur Facebook et Twitter, on a tendance à surtout suivre des gens avec qui on est d'accord, si bien qu'au bout d'un moment, l'algorithme ne nous propose plus que des opinions qui vont dans notre sens. Pourquoi c'est grave? Parce qu'au cœur de la démocratie, il y a quand même cette idée que le débat doit être contradictoire. Il y a quand même l'idée que les citoyennes et les citoyens, pour se forger leur opinion sur le débat public, doivent être exposés à un débat pour et contre qui leur permet de se faire un avis. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus de débats, mais paradoxalement, il est de moins en moins contradictoire. Puisque, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? On a un responsable politique qui est à nos faveurs, qui va dire quelque chose sur un plateau. Ça peut être une énormité, mais en tout cas, on va le voir s'afficher sur notre timeline. On va voir tous les gens qui sont d'accord avec nous et d'accord avec lui dire c'est formidable. Et puis derrière, il va y avoir tout un tas de journaux, d'opposants politiques ou d'adversaires politiques plutôt, qui vont produire une objection, une contre-argumentation. Sauf que cette contre-argumentation-là, les supporters du responsable politique initial n'y seront même pas exposés. Parce que ça ne rentre pas dans la bulle de filtre. Et ça aboutit au cas paroxystique de cette situation que sont les États-Unis, avec notamment la bulle trumpiste. Et on le sait, les électeurs de Donald Trump, qui ne sont exposés qu'à un seul récit, qu'à un seul ensemble de faits, ceux que relaye Donald Trump, ou relayait Donald Trump, parfois dans le plus grand mensonge, parfois en tordant la vérité jusque dans ses atomes les plus élémentaires, et n'étaient jamais exposés aux multiples décryptages, débunkages, fact-checking et contre-argumentation qui venaient de l'extérieur de cette bulle. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça nous permet de revenir à votre conception de la démocratie qui inclut l'état de droit, c'est-à-dire notamment et en particulier le respect des libertés individuelles. Or, on voit bien que la montée des radicalités, la montée de la violence politique est susceptible, dans un cadre démocratique, de porter atteinte ou du moins de remettre en cause ces libertés individuelles. Qu'autrement dit, l'équation démocratie-état de droit est de plus en plus remise en cause. Ça l'est quasiment officiellement dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne. Trump l'a également incarné, il a défié cette association entre démocratie et état de droit. En France, on a également cette montée des radicalités dans les réseaux sociaux et dans l'espace plus institutionnalisé. Jusqu'où, d'après vous,
le seuil d'acceptabilité de la radicalité en politique est concevable et acceptable sans remise en cause pour autant de la démocratie. Alors ce qui est intéressant, c'est de remarquer que, et c'est un débat en philosophie politique, hein, un débat qui est crucial et qui est presque aussi vieux que l'idée de démocratie elle-même. Le problème, c'est que la souveraineté populaire et l'état de droit, qui sont les deux piliers sur lesquels repose la démocratie, dans une certaine mesure, ces deux valeurs sont contradictoires l'une avec l'autre. Parce que quand on y réfléchit, et c'est assez simple, hein, la souveraineté populaire, c'est la capacité pour le peuple de décider ce qu'il veut faire, ce qu'il souhaite faire. Or, si on va au bout de cet idéal, le peuple devrait pouvoir souhaiter opprimer les libertés d'une partie, d'une ou de l'autre de ses composantes, voire même, le peuple pourrait même, si on pousse la logique au bout, pouvoir souhaiter concéder certaines de ses libertés. Et puis en face, on a l'état de droit qui postule que les droits et les libertés sont fondamentaux, les droits et les libertés sont fondamentaux et inaliénables et inabdicables. Sauf que si on n'a pas le droit d'empiéter ou d'abdiquer, d'empiéter sur les libertés de certains ou d'abdiquer ses propres libertés, alors ça veut dire que le peuple n'est pas complètement souverain puisqu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Donc on voit bien que là, il y a une tension entre les deux. Et cette tension, certains s'en saisissent. Éric Zemmour l'a dit, mais alors pour le coup, explicitement. Il a dit explicitement, il faut en finir avec l'état de droit, il faut revenir à ce qu'il estime lui être la véritable démocratie. Des candidats de la primaire à droite aussi ont exprimé une certaine défiance à l'égard de l'état de droit, concrètement en remettant en cause, par exemple, notre adhésion à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel. Alors, Conseil constitutionnel qui est une institution à laquelle on peut adresser 1000 critiques. 1000 critiques sur le mode de désignation de ses juges, sur certaines de ses décisions. Bon, on peut discuter tout ça, mais le fait est que le Conseil constitutionnel, qui reste le garant de la Constitution et donc des droits et des libertés fondamentales, est directement attaqué aujourd'hui par Éric Zemmour et par une partie des candidats. D'ailleurs, d'où vient la brèche? Par l'exécutif lui-même. Emmanuel Macron lui-même, en tout cas le gouvernement, vexé de voir une partie de ces réformes retoquées par le Conseil constitutionnel, je pense notamment à la bien mal nommée loi anti-casseurs qui devait permettre de créer une interdiction administrative de manifester, tout de même que le Conseil constitutionnel a censuré pour liberticide, le gouvernement lui-même, fâché de voir une grande partie de ces lois censurées, a commencé à dire qu'il faut peut-être réfléchir à une réforme du Conseil constitutionnel. Alors une réforme du Conseil constitutionnel, c'est dit de manière très euphémisée, mais on comprend bien ce que ça veut dire quand même. Donc on voit bien que la brèche est venue de l'exécutif lui-même et que derrière d'autres s'y sont engagés, jusqu'à Éric Zemmour qui lui dit très clairement il faut sortir du Conseil constitutionnel, sortir de la Cour européenne de justice, reprendre le pouvoir sur les médias, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais on voit bien quand même l'idée qu'il y a derrière, reprendre le pouvoir aux minorités. Bon, pourquoi ? Pour que les décisions de la majorité puissent s'exercer sans borne. Donc là, on a bien un projet politique, qui est le projet politique de mettre en avant une autre vision de la démocratie, qui est une vision de la démocratie où, au fond, la majorité s'arroge le droit d'opprimer la minorité. Bon. Alors pour moi, on sort de ce qui, selon moi, a fait le cœur de l'idéal démocratique. Donc l'état de droit, je pense aujourd'hui, est menacé. Et c'est vrai que, et je le déplore, c'est vrai que le concept même de liberté, qui revient d'ailleurs, qui revient pas forcément, enfin qui revient, le concept même de liberté qui est réemployé au gré de la crise sanitaire. Alors l'est-il à bon endroit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, Marine Le Pen a senti cette tournant. Hein. Absolument, et elle en a fait un de ses axes de campagne, mais à titre personnel, je déplore que nous parlions de liberté maintenant et que personne n'en parlait quand, encore une fois, l'exécutif envisageait de mettre en avant cette loi anti-casseurs qui donnait la possibilité au préfet d'interdire de manière totalement arbitraire aux uns et aux autres de manifester sous prétexte que peut-être ils pourraient être associés à des casseurs ou être des casseurs eux-mêmes. Enfin, là, on est vraiment dans quelque chose qui remet en cause le droit de manifester, qui est au cœur de la démocratie. Bon. Et là, je n'ai pas entendu les mêmes se faire les parangons de la liberté. Donc moi, je constate qu'effectivement, je pense en tout cas, que nous ne chérissons pas assez le concept même de liberté. Et je pense que
ce nouveau mantra qui est de dire la première des libertés, c'est la sécurité, et au nom de la sécurité, acceptons de concéder un peu de liberté, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des pentes sur laquelle nous soyons engagés. Oui, puis en même temps, c'est pas un phénomène spontané, c'est l'aboutissement d'un mouvement idéologique, d'un mouvement dynamique en faveur du triptyque que j'ai souligné d'emblée, hein, et qui tend à se substituer à notre devise. Ce triptyque, c'est vraiment autorité, identité, sécurité. Mais ce triptyque est le produit d'une bataille culturelle où des forces réactionnaires tendent à avoir le dernier mot et à imposer pour le coup leur agenda. Ce qui est assez remarquable, c'est que les institutions démocratiques en tant que telles ne semblent pas être en capacité de freiner ce mouvement. Que pire, elles tendent à l'accompagner. Parfois, on a ce sentiment. Comment les citoyens, eux, à leur échelle, en tant qu'élément constitutif de la société civile, en tant qu'élément de base de la souveraineté, donc du pouvoir politique, du pouvoir souverain, peuvent se mobiliser? Est-ce que nos institutions leur donnent les moyens de s'exprimer dans une démocratie qui est d'abord et avant tout représentative? Voilà. Comment faire pour justement améliorer la capacité de nos concitoyens à s'exprimer et à décider? Alors, bon, là, on arrive dans... Vous qui êtes très attaché à tout ce qui a trait à la délibération, à la concertation au niveau des citoyens. Là, on entre dans le dur. Il faut commencer par dire qu'il y a un débat déjà sur le mot. Bien-dire, vous venez de qualifier comme moi je le fais aussi d'ailleurs, notre régime, le régime dans lequel nous évoluons, de démocratie représentative. Bon, on peut déjà s'interroger sur ce mot. C'est-à-dire que cette démocratie représentative que certains, je pense à Bernard Manin, préfèrent qualifier de gouvernement représentatif, évacuant ce terme qui, par endroits, peut être problématique de démocratie. Il faut constater que c'est tout ce que dit Bernard Manin. Notre gouvernement représentatif possède une composante démocratique, parce qu'effectivement, nous sommes libres et égaux dans la désignation de nos gouvernants. Et ça, c'est vrai. Nous sommes effectivement libres et égaux dans notre capacité à choisir qui va gouverner le pays. Mais, ajoute immédiatement Bernard Manin, le gouvernement représentatif possède aussi une composante aristocratique, puisque nous n'avons pas du tout les mêmes chances, les uns et les autres, d'exercer le pouvoir. Et là, on en revient à ce que je disais dans notre précédente émission, où on parlait plutôt du pouvoir rhétorique, mais je notais qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut exercer des fonctions gouvernementales ou à minima politiques, eh bien, c'est beaucoup plus facile si on a fait une grande école, voire si on a fait l'ENA, si on bénéficie d'une maîtrise virtuose de la rhétorique qu'on a héritée de nos parents parce qu'eux-mêmes étaient avocats ou professeurs. C'est beaucoup plus facile si on vient d'une grande ville que si on vient d'une banlieue ou de la ruralité. Donc on voit bien aujourd'hui que nous sommes très inégaux dans notre chance d'exercer un jour, peut-être si nous le désirons, des fonctions politiques. Et donc, on en revient au caractère non représentatif de nos représentants. Absolument. Du moins du point de vue sociologique. Parce Absolument. que juridiquement et théoriquement, il n'y a pas de problème, puisque le mandat est représentatif et pas impératif, comme on dit. Alors, que faire par rapport à cela? Eh bien, moi, je suis effectivement je défends depuis très longtemps l'idée qu'il faut démocratiser notre démocratie, qu'il faut approfondir la démocratie. Moi, je lis beaucoup des gens qui refusent qu'on parle de démocratie pour qualifier notre régime. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que le mot de démocratie représentative nous convient assez bien. Je pense que malgré tout, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir et les critiques qu'on peut formuler, le fait de pouvoir élire ses dirigeants, ça n'est pas rien. À l'échelle du monde, on voit qu'il y a des pays où les citoyennes et les citoyens sont moins bien lotis. On voit que les droits fondamentaux des citoyens sont encore aujourd'hui à peu près respectés. On peut en débattre, mais à peu près respecté. Bon. Par contre, je pense qu'il faut approfondir la démocratie. Ça, j'en suis absolument convaincu. De quelle manière? Je crois effectivement qu'il faut redonner plus de pouvoir et plus de place aux citoyens dans la société et leur donner plus de moyens d'agir, de décider ou à minima de participer au débat public. Il y a deux initiatives qui, moi, m'ont enthousiasmé ces dernières années. La première, l'une part d'en bas et l'autre d'en haut, si je puis dire. La première qui part d'en bas, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Alors, je ne parle pas de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, sur lequel je ne porte pas de jugement et je laisse chacun se faire sa propre idée. Je parle de ce qui s'est passé sur les ronds-points. Et ce qu'on constate, c'est que les ronds-points ont été un formidable lieu de politisation des citoyens. C'est-à-dire que tout d'un coup, les citoyens se sont retrouvés sur les ronds-points. Au début, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là.
c'était une espèce de crypto-manifestation. Des micro-agora. Et voilà, et en fait, ce sont devenus de micro-agora. Et dans cette micro-agora, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a eu une mise en commun des vécus des citoyens, une désatomisation de la société. Les citoyennes et les citoyens se sont rendus compte que leurs joies, leurs peines, leurs difficultés, leurs humiliations du quotidien parfois, eh bien, ils n'étaient pas seuls à les vivre et qu'en réalité, elles étaient partagées. Et donc là, c'est une désatomisation et on recrée du commun, on recrée du vécu en commun. Et c'est fondamental. Et derrière, en partant du constat qu'il y a un vécu commun, il y a eu de la politisation, il y a eu de la réflexion, il y a eu de la recherche et des propositions. Et on les a vus s'incarner dans les cahiers de doléances citoyennes et citoyens et ensuite dans le grand débat national, dont je considère qu'il a été une tartufferie, mais qui malgré tout, a quand même, tout de même recueilli la parole des citoyens. Et cette parole, elle est réelle. Donc on voit bien que les gilets jaunes ont été, ou plutôt les ronds-points, ont été un lieu de politisation et de démocratisation du débat absolument essentiel. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour cela. Alors, moi, ça me désole. On devrait institutionnaliser des ronds-points, des Ouais. micro-ronds-points, c'est ça? Oui. Des maisons des maisons du peuple. Ouais, Appelons ça des maisons du peuple, des agoras citoyennes. Ouais. On donne le nom qu'on veut. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens délibérer sur des ronds-points où il fait froid et où c'est pas possible. C'est pas dans une grande démocratie comme la nôtre. Est-ce que ce n'est pas la spontanéité de ce mouvement qui a nourri sa force? Alors, si on commence à institutionnaliser la chose, est-ce qu'on ne risque pas d'étouffer l'élan citoyen? Peut-être, c'est un risque. Alors peut-être qu'effectivement, créer des lieux en dur, institutionnalisés, avec une équipe pour les gérer, est-ce que ça dévitaliserait le débat? Peut-être, mais c'est pas grave. Et en même temps, vous avez raison, ça n'existe pas. Donc déjà, je dis essayons. Ça n'existe pas, il y a pas on ne met pas ces moyens démocratiques à disposition de nos concitoyens. Donc c'est une voie effectivement. Voilà, et quand bien même, on a bien vu que, à la limite, si on va dans votre sens, et j'y suis tout à fait ouvert, si l'institutionnalisation et le fait de créer des maisons du peuple et que tout ça vienne de l'État ou des collectivités territoriales, si ce n'est pas une bonne idée, laissons les citoyens le faire eux-mêmes. Laissons les citoyens s'organiser et puis accompagnons, dans ce cas-là, les générations spontanées d'espaces de débat public. Moi, ça me va très bien, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je pense Il y a un déficit de l'action publique en la matière. On a eu un ministre ou une ministre de la Bien citoyenneté, que je ne citerai pas, mais qui pourrait notamment se manifester au niveau de ce type d'initiative qui ne coûterait pas très cher, non. Et qui montrerait une... Non, mais on constate quand même que, justement, il y a une défiance du pouvoir à l'égard de cette idée que les citoyennes et les citoyens peuvent tout d'un coup se rassembler et commencer à discuter entre eux. C'est dangereux des citoyennes et des citoyens qui discutent entre eux, qui commencent à mettre en commun un peu trop leur vécu, leurs idées, parce que ça amène à des revendications et que derrière ces revendications, elles se frayent un chemin dans le débat public, puis jusqu'aux portes des sphères gouvernementales, des sphères du pouvoir. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je pense qu'on a un besoin capital de débat et je crois, alors c'est là où c'est une croyance, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas essayé, on ne pourra pas savoir. Moi, je crois que le débat public irrigue la société par capillarité. Et je crois, et d'ailleurs on l'a vu avec les Gilets jaunes, alors les Gilets jaunes et le grand débat national qui ont été dévitalisés avec une magnifique habileté par le président de la République. Et quand je dis ça, c'est un constat factuel. C'est-à-dire que là, si on prend Emmanuel Macron en jouant la montre, en jouant le temps long, a fait s'étirer les gilets jaunes jusqu'à ce qu'ils perdent de leur vigueur, et c'est bien normal parce que les gens ils débattaient quand même tous les samedis et tous les dimanches depuis des mois et des mois sur des ronds-points. À un moment donné on se fatigue, on peut le comprendre. Et donc il arrive à tirer ça jusqu'à avril où il fait sa conférence de presse où il revient sur les conclusions du grand débat national. Et là tout de même, tour de force politique et enterrement du débat démocratique. Il peut dire. Alors j'ai entendu que dans le grand débat national, un grand nombre de citoyens voulaient la reconnaissance du vote blanc. J'ai choisi de ne pas le prendre en compte. J'ai entendu qu'un grand nombre de citoyens voulaient le référendum d'initiative citoyenne. J'ai choisi de ne pas le prendre en compte. Bon, donc voilà, là au moins les choses étaient claires. Donc moi je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut vitaliser et je crois qu'une fois que c'est une boîte de Pandore, une fois que les mots sont sortis de la boîte, en l'occurrence, c'est des mots qui, moi, sont doux à mon oreille, mais une fois que les choses sont sorties de la boîte, ça ne rentrera pas dedans. Et donc, je pense qu'une fois que les arguments, les idées, les propositions circulent, elles finissent, à un moment donné ou à un autre, par arriver aux portes du pouvoir et irriguer les débats. Donc, replacer le citoyen au cœur du jeu démocratique. Absolument. Et l'autre voie, vous aviez une deuxième… L'autre voie par le haut.
Et là aussi, alors c'est terrible parce que les deux, finalement, les deux expériences que j'évoque se traduisent par des échecs, mais c'est pas grave. C'est la Convention des citoyens qui a plutôt… C'est ça, oui. C'est à ça que je pense. C'est la Convention citoyenne pour le climat. Mais la Convention citoyenne pour le climat, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que la création à grande échelle de formes qui sont expérimentées dans la recherche en sciences politiques et en sciences sociales depuis des années. C'est les formes de jurys citoyens, de conférences de consensus, etc. Et donc ça fait des années qu'il y a des expérimentations, qu'il y a des tentatives qui sont faites ici ou là dans certains pays. Et là, Emmanuel Macron dit, bon, bah, allons-y, chiche. Rassemblons 150 citoyennes et citoyens, si je me souviens bien, et puis laissons-les délibérer, débattre et voyons ce qui sort. Et le résultat en sortie de convention citoyenne est merveilleusement enthousiasmant. Voilà 150 citoyens qui… empreinte d'une petite note de radicalité quand même. Hein. Mais c'est tant mieux, ça tranche avec précisément des types de compromis mais Bélire, qui dégagent du débat parlementaire. C'est ça qui est fascinant. Ben oui. C'est que cette radicalité, elle n'existe pas a priori. Les citoyennes et les citoyens sont tirés au sort. Donc on n'a pas mis là-dedans des militants pour le climat. C'est a priori, ça n'est pas une assemblée de zadistes. Oui. Mettons-nous d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on a des citoyennes et des citoyens qui, a priori, n'ont pas d'avis sur le climat, qui, pendant des mois et des mois et des mois, vont débattre ensemble. Initialement, ils sont d'ailleurs pas du tout d'accord entre eux. Ils vont débattre ensemble. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à l'issue de ce processus, d'une part, on a un magnifique consensus entre eux. Et ça, le présupposé de la délibération, telle que moi je l'appelle de mes voeux, c'est quand même que si on fait débattre les citoyennes et les citoyens ensemble et qu'on laisse les gens confronter les opinions, dans une certaine mesure, c'est très important, hein, dans une certaine mesure, à la fin, on assiste au triomphe de ce que Jürgen Habermas appelle la force non violente du meilleur argument. Et moi, je crois beaucoup en cela. Je crois beaucoup que si on laisse les gens débattre et qu'on leur donne les moyens et le temps de débattre et qu'on les laisse auditionner des experts au bout d'un moment, il y a des arguments qui sont meilleurs que d'autres, qui sont plus rigoureux, qui sont plus forts et qui finissent par s'imposer. Et donc, on le voit dans la Convention citoyenne pour le climat, il y a un magnifique consensus. Et sur quel consensus tombe-t-on? Sur un consensus, effectivement, qui est qualifié par certaines et certains de radical, mais qui, en fait, n'est rien d'autre que conforme aux recommandations, enfin conforme la traduction et la conséquence des recommandations du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts pour le climat. Et donc, on a à la fin la preuve que, d'une part, les citoyennes et les citoyens, sans a priori, peuvent réussir à se mettre d'accord, même si initialement ils ne le sont pas, et que, d'autre part, ils peuvent même se mettre d'accord sur des solutions qui sont considérées dans le débat public consensuel tel qu'il s'exprime dans les médias comme des solutions radicales. Mais est-ce que ces solutions sont vraiment radicales si elles se trouvent être le consensus dégagé par 150 citoyens? Donc cette expérience, pour moi, est une expérience extrêmement enthousiasmante. Hélas, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le pouvoir politique qui avait promis de jouer le jeu ne l'a pas fait. Ce qui tend à confirmer votre petite observation de départ, à savoir que la défiance qu'on associe aux citoyens vis-à-vis de nos gouvernants, en fait, est une défiance partagée par les gouvernants à l'endroit des citoyens. Il n'y a pas de confiance exprimée à leur égard. Soit qu'ils ne sont pas considérés comme capables d'eux, soit que finalement leurs solutions sont dangereuses en soi parce que finalement sortiraient des clous, certains clous idéologiques ou autres. Mais pour moi, c'est un problème de culture de gouvernement et au-delà de vision même des institutions. C'est-à-dire qu'on a un président de la République, mais il l'a dit à de multiples reprises, il ne s'en cache pas, qui évolue dans une vision extrêmement monarchique, gaulienne pourrait-on dire, de la Ve République, dans laquelle le président est élu et une fois élu, exerce le pouvoir. Et il l'a dit, il a eu cette métaphore qui était absolument passionnante il y a quelques années, c'était un peu avant les Gilets jaunes ou au début c'était un peu avant les Gilets jaunes, si je me souviens bien, où Emmanuel Macron était en visite au salon de l'automobile et on lui a dit Monsieur Macron, tout de même, on voit que les citoyens contestent. Alors à l'époque, je ne me souviens plus, je crois que c'était la réforme de la SNCF, je ne suis pas sûr. Et on lui disait, il y a une contestation sociale. Et Emmanuel Macron répond très sereinement, écoutez, j'ai été élu et on est au salon de l'auto, c'est moi qui tiens le volant. Bon, bah là, on voit sa vision du pouvoir. La vision du pouvoir, ça n'est pas il est délégataire de la souveraineté populaire que lui ont donné les citoyens. Sa vision, c'est il a été élu, c'est lui qui décide. Bon. Et donc, quand la Convention citoyenne pour le climat formule 150 propositions, Emmanuel Macron, qui ne s'attendait pas effectivement à ce que les propositions soient si radicales, justement, il avait dit initialement oh, je m'arroge 2-3 jokers et puis on verra bien. Et puis à la fin, il a repris les propositions, il a repris une petite partie des propositions
et en amenuisant une grande partie d'entre elles. Mais pourquoi? Parce que pour lui, c'est légitime. Il a été élu, il possède un mandat, il l'exerce en amendant les conclusions de l'Assemblée citoyenne. Et on ne peut pas lui donner tort. Il possède effectivement le mandat pour le faire. Donc c'est conforme à sa vision des institutions. C'est vrai qu'à titre personnel, j'appelle de mes voeux une vision des institutions où la parole du consensus trouvé par 150 citoyens rassemblés a un peu plus de valeur que cela. C'est ce que j'appelle de mes voeux. Très bien. En tout cas, je vous remercie, cher Clément Viktorovitch, parce que finalement, c'est un programme constitutionnel et politique à la fois que vous venez de décliner, plaçant le citoyen au cœur du jeu démocratique, ce qui est assez logique. Merci Clément. Merci et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Monde en question.